L'humanité se rendra une fois de plus sur la Lune. La mission est prévue pour 2024. Des femmes, membres de l'équipage, poseront pour la première fois le pied sur la Lune. L'objectif principal de la mission sera d'établir une base lunaire afin de poursuivre les recherches qui permettront à la NASA de se préparer à une prochaine mission vers Mars. La NASA a prévu un vol habité vers la planète rouge pour les années 2030. Ce sont des astromobiles télécommandés qui jusqu'à maintenant exploraient la surface de Mars. Mais les astronautes devront creuser plus profondément pour trouver des traces d'eau et des fossiles et ainsi prouver que notre voisine a autrefois pu abriter une vie microscopique. De nouvelles données sur des planètes semblables à la Terre. Depuis son lancement en 2009, le télescope spatial Kepler a découvert de nombreuses exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Certaines d'entre elles ont une masse, une composition et des orbites semblables à celles de la Terre. La NASA prévoit de lancer une nouvelle génération de télescopes dans les années 2040. Ils nous aideront à trouver de véritables sosies de notre planète et même à prendre des photos de leur surface. Le retour de la comète de Halley. Il faudra attendre encore 41 ans avant de voir à nouveau la comète la plus célèbre. La comète de Halley nous rend visite comme tous les 75 ans. Certaines personnes réussiront donc à la voir 2 fois dans leur vie. La plus longue éclipse solaire. Dans 166 ans, je serai encore là, c'est sûr, le soleil s'obscurcira pendant 7 minutes et 29 secondes. C'est assez proche du maximum prévu. Ce sera aussi l'éclipse la plus longue que la civilisation humaine aura vue en 10 000 ans. L'arrivée de l'astéroïde le plus célèbre. 1950, DA était autrefois fortement suspecté, parmi les objets géocroiseurs que nous connaissons, de pouvoir un jour frapper notre planète. Heureusement, on a estimé par la suite que la probabilité qu'il le fasse était en fait inférieure à 0,1%. Il passera très probablement non loin de nous le 16 mars 2880. Note cette date dans ton calendrier. Et cela nous apportera la conviction que nous sommes en sécurité pour un moment. Cet astéroïde fait plus d'1 kilomètre de diamètre, ce qui est suffisant pour anéantir toute forme de vie sur Terre. Une nouvelle étoile polaire ? La Terre tourne comme une toupie. Observe bien l'un de ses jouets et tu remarqueras que sa pointe dessine des cercles dans l'air. L'axe de la Terre, une ligne imaginaire qui passe par les pôles, fait un tour complet une fois tous les 26 000 ans. Il s'oriente vers différentes étoiles en cours de route et notre étoile polaire change en conséquence. En l'an 3000, Gamma Cephei partagera le titre d'étoile du Nord avec Alpha Ursae Minoris car l'axe de la Terre sera orienté à mi-chemin entre ces deux astres. Une première supernova proche de la Terre. Antares est la 15e étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. C'est aussi une supergéante rouge en fin de vie, 12 fois plus grosse que le Soleil. Les étoiles aussi massives vieillissent jusqu'à s'effondrer sur elles-mêmes, produisant d'énormes supernovas. Pour Antares, cela se produira dans seulement 10 000 ans, ce qui n'est rien pour une étoile de 12 millions d'années. L'explosion qui en résultera sera trop lointaine pour affecter la vie sur notre planète de manière négative. Mais le spectacle sera visible d'ici, même en plein jour. Message à l'univers transmis. Arecibo est le nom d'un message codé décrivant l'humanité, la vie sur Terre et l'avancement de nos connaissances scientifiques. Il a été diffusé depuis le radiotélescope d'Arecibo et vise le centre de l'amas M13 situé à 25 000 années-lumière de notre planète. Dans 25 000 ans, il atteindra enfin sa destination. La nouvelle étoile la plus proche. Dans environ 36 000 ans, l'étoile Ross 248 sera l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouvera à seulement 3 années-lumière de nous et détrônera Proxima Centauri qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Ross 248 restera l'étoile la plus proche pendant environ 9 000 ans, puis elle s'éloignera à nouveau. Mais alors, le quartier ne t'a pas plu ? Le premier objet interstellaire fabriqué par l'homme. Dans 40 000 ans, Voyageur 1 atteindra un point situé à 1,5 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Cette sonde est entrée avec succès dans l'espace interstellaire en 2013. Malheureusement, ces systèmes tomberont en panne en 2025 ou peu après. Voyageur 1 porte aussi un message, un enregistrement sonore du mot bonjour en 55 langues, de la musique classique et du rock'n'roll, ainsi que des sons de notre chère faune terrienne. Saturne mise à nu. Dans 100 000 ans, Saturne perdra ses magnifiques anneaux.
Cela se produira peu à peu, sa gravité colossale attirera progressivement toutes les roches et les fragments de glace qui forment cette ceinture si célèbre. Ils finiront tous par tomber et seront écrasés et brûlés par l'atmosphère de la planète. Comme c'est dommage! Mais ce système d'anneaux se trouve au milieu de son cycle de vie. Nous sommes donc incroyablement chanceux d'avoir pu le voir dans toute sa splendeur. Une supernova vraiment effrayante. L'étoile WR104 explosera en une supernova dans 300 000 ans. Cette étoile est située à 75 000 années-lumière de nous, et son explosion ne nous affectera pas du tout. Mais il y a une petite chance qu'elle produise aussi un sursaut de rayons gamma. Si ce flux d'énergie se trouve être dirigé droit vers nous, il aura un impact négatif sur la vie terrestre. Bonne nouvelle, les scientifiques disent que c'est très peu probable. Collision de lunes. Les lunes d'Uranus forment un système très instable. Certaines suivent des orbites qui se croisent. Uranus a déjà 2 anneaux de débris provenant des collisions passées de ses satellites naturels. Desdemone et Cressida vont s'écraser l'une contre l'autre au cours du prochain million d'années et produire de nouveaux anneaux. Une étoile beaucoup trop proche. L'étoile vagabonde Gliese 710 s'approche de notre système solaire et elle n'en sera qu'à 1 année-lumière d'ici 1,3 million d'années. Cela n'aura pas d'impact majeur sur les planètes, mais sa venue pourrait perturber le nuage de Oort qui entoure notre système solaire et qui est plein de comètes. Depuis la Terre, l'étoile ressemblera aux planètes les plus brillantes de notre ciel actuel et nous observerons un plus grand nombre de comètes. Une supernova dans notre voisinage. D'ici quelques millions d'années, l'étoile Spica, qui se trouve à seulement 240 années-lumière de nous, explosera en supernova. Les supernovas commencent à représenter un problème pour la vie si elles se trouvent 3 fois plus près que ça. Mais celle-ci brillera quand même dans notre ciel avec une luminosité comparable à celle de la pleine lune. Une capsule temporelle pour les générations futures. Le satellite Lageos 1 a été lancé en 1976 pour recueillir des informations sur la forme exacte de la Terre et le mouvement des plaques tectoniques. Mais il emportait aussi des informations sur notre civilisation à l'époque. Il rentrera dans notre atmosphère dans 8,4 millions d'années. Si l'humanité existe encore à ce moment-là, elle apprendra comment était la vie sur Terre de notre vivant. Enfin, pour ceux qui vivaient dans les années 70. Des anneaux pour Mars. La lune de Mars, Phobos, est en orbite très près de la surface de sa planète mère et elle s'en rapproche de 60 cm par siècle. Dans 50 millions d'années, elle entrera en collision avec Mars, ce qui entraînera la mise en orbite d'une immense quantité de débris qui formeront un système d'anneaux autour de la planète rouge. Comme j'ai hâte de voir ça! Les jours sur Terre vont s'allonger. Vraiment? Il y a 1,4 milliard d'années, la Lune était beaucoup plus proche de notre planète. Elle la faisait tourner plus vite, donc une journée ne durait que 18 heures. La Lune s'éloigne toujours plus de la Terre. Dans 180 millions d'années, nous gagnerons 1 heure supplémentaire. Dans un peu plus de 2 milliards d'années, une journée sur Terre durera 36 heures. Plus d'éclipses solaires. Dans 600 millions d'années, la Lune se sera trop éloignée de la Terre pour cacher le Soleil lors des éclipses. Celles-ci deviendront chose du passé. Le Soleil va devenir trop lumineux. D'ici 1 milliard d'années, le Soleil aura augmenté sa luminosité de 10%. Cela sera dévastateur pour les planètes du système solaire, et la vie sur Terre ne sera plus possible au-delà de ce point. Entre-temps, espérons que notre espèce aura trouvé un nouveau foyer planétaire. Le Soleil avalera les planètes intérieures. Dans 5 milliards d'années, le Soleil commencera à se transformer en géante rouge, devenant des centaines de fois plus gros qu'il ne l'est actuellement. Il gonflera tellement qu'il finira par engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre. La nouvelle zone habitable pourrait alors se déplacer vers les orbites de Jupiter et de Saturne. Ce processus prendra un peu moins de 3 milliards d'années, et puis le Soleil atteindra sa taille maximale. Après ça, notre étoile se transformera en naine blanche. L'événement le plus spectaculaire de tous les temps. À peu près au même moment, la galaxie qui se trouve être la plus proche de nous, Andromède, se rapprochera encore de la Voie lactée. Si nous pouvions l'observer à ce moment-là, nous la verrions prendre des proportions de plus en plus impressionnantes. Ensuite, les 2 galaxies commenceront à fusionner. De lumineuses étoiles bleues exploseront. De nouvelles constellations verront le jour. Les 2 galaxies spirales ne formeront plus qu'une seule galaxie elliptique géante. Et voilà, j'ai mis une alarme sur mon smartphone pour ne pas manquer tout ça.
Une autre histoire incroyable m'est arrivée récemment. Oui, j'imagine que je dois être chanceux. C'était samedi, et mon grand-père m'avait demandé de l'aider à nettoyer le garage. Je pensais que ce serait une journée assez ennuyeuse, si seulement je savais ce qui m'attendait. Je triais des cartons et je suis tombé sur une calculatrice. Je voulais vérifier si elle fonctionnait encore, alors je lui ai mis des piles neuves, j'ai appuyé sur « On » et tout a disparu. Il faisait si sombre que je ne voyais rien autour de moi. J'avais la sensation d'être poussé quelque part. Un instant plus tard, je pouvais voir à nouveau. Je n'étais plus dans le garage, mais au milieu d'une rue étroite. Que s'était-il passé? Comment cela s'était-il passé? Ça ne pouvait pas être cette vieille calculatrice, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être d'autre? D'ailleurs, était-ce vraiment une simple calculatrice? Des gens marchaient près de moi, vêtus de pagnes et de sandales. J'ai regardé autour de moi et au loin, j'ai vu une pyramide. Était-ce l'une des pyramides de Gizeh? Cela voulait dire que j'étais en Égypte. Waouh! On aurait dit que la calculatrice était une sorte de machine de téléportation. Mais une autre idée m'a frappé. Et s'il n'y avait qu'une seule pyramide? Il aurait dû y en avoir 3. La première a été construite par le pharaon Khéops en 2550 avant Jésus-Christ. La seconde, avec la statue du Sphinx, a été construite 30 ans plus tard par son fils, le pharaon Képhren. La troisième, la plus petite, a été construite 30 ans plus tard par le pharaon Nykérinos. Mais là, je voyais bien qu'il n'y avait qu'une seule pyramide. Cela signifie que la calculatrice ne m'avait pas seulement téléporté dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'était une machine à remonter le temps, et j'étais quelque part vers 2550 avant Jésus-Christ, alors qu'une seule des grandes pyramides de Gizeh n'était encore construite. Donc, j'étais en Égypte ancienne. C'était difficile à croire, mais il était inutile d'essayer de le nier, car je pouvais le voir de mes propres yeux. Je me suis même pincé, mais ce n'était pas un rêve. Il semblait que personne ne pouvait me voir. J'ai marché dans la rue et ça m'a fait plaisir d'être ici. Savais-tu que les Égyptiens ont probablement été les premiers à calculer qu'un jour dure 24 heures et qu'ils avaient créé un calendrier de 365 jours? Ils ont combiné les mathématiques et l'astronomie pour arriver à cette conclusion vers 4000 avant Jésus-Christ. À l'origine, les 12 mois de leur calendrier solaire avaient chacun 30 jours, mais plus tard, ils y ont ajouté des jours supplémentaires. Autour de moi, l'environnement a commencé à s'estomper, puis je me suis à nouveau trouvé dans l'obscurité. Quand j'ai enfin pu voir à nouveau, je me suis retrouvé au milieu d'une rue, mais cette fois-ci, c'était totalement différent. Il était facile de voir que j'étais désormais dans le futur. Il y avait des zones vertes sur le toit de chaque bâtiment avec des vaches qui y broutaient. Des arbres et de la verdure s'étendaient entre les routes. Pour mieux rentabiliser l'espace, il y avait aussi des routes au-dessus de moi à plusieurs niveaux qui reliaient tous les bâtiments entre eux. Alors que je regardais autour de moi, essayant de trouver une voiture volante, quelqu'un m'a apostrophé. « Hey, salut !» Un jeune homme me regardait fixement. « Tu as l'air vraiment bizarre. D'où viens-tu » « je suis américain. » Je ne pense pas qu'il porte encore ce genre de fringues là-bas. Je veux dire, de quelle époque viens-tu? Tu es un voyageur temporel, n'est-ce pas? J'étais estomaqué. Le voyage dans le temps était-il si banal ici? J'ai dit que j'arrivais de 2020 et j'ai eu droit à un « Waouh, tu es vraiment vieux alors !» Sympa. Nous avons marché un moment et voici ce que j'ai appris de la bouche de ce type. Tout d'abord, lui pouvait me voir alors que personne dans le passé ne le pouvait, parce que le passé était historiquement figé et que nous ne pouvions pas y interférer en changeant quoi que ce soit. Il s'avérait que j'étais en Indonésie en l'an 2176. À ma grande surprise, le type avait 45 ans, mais il n'avait pas l'air d'en avoir plus de 25. En moyenne, les gens vivaient désormais 120 ans et vieillissaient beaucoup plus lentement grâce à l'amélioration progressive de la santé et de la technologie. Sous l'eau, il y avait tout un système de lignes de train à grande vitesse. Les gens pouvaient aller de l'Indonésie à l'Amérique du Nord en 1 heure seulement. Un citoyen moyen du 22e siècle avait été partout sur la planète, mais le tourisme existait toujours. Seulement, c'était du tourisme spatial. Les gens faisaient des voyages vers Mars, la Lune et quelques stations orbitales. 1 milliard de personnes vivaient déjà sur Mars. Pourtant, la population de la Terre ne cessait de croître et les gens se déplaçaient désormais sous l'eau. Il y avait déjà 3 grandes villes sous-marines et une autre était en construction. J'avais tant de questions, mais soudain, je n'étais plus là. L'obscurité et la sensation d'être poussé étaient revenus.
Cette fois, la première chose que j'ai ressentie a été le froid. Quand j'ai pu voir à nouveau, il faisait sombre autour de moi et j'étais sous l'eau. Je n'avais qu'une heure maximum avant que la température de mon corps ne chute et que l'hypothermie ne se fasse sentir. J'espérais que ce voyage ne durerait pas longtemps et que la machine à remonter le temps m'entraînerait ailleurs en quelques minutes. Mais je ne pouvais pas prendre de risque. Il fallait que je trouve comment sortir de l'eau. J'ai regardé autour de moi pour trouver une terre proche, mais j'avais du mal à voir. Puis j'ai remarqué les lumières. À plusieurs centaines de mètres de là, un énorme bateau s'approchait. Avec un peu de chance, j'étais à nouveau dans le futur. De cette façon, je serais visible pour les gens à bord et j'aurais une chance d'être sauvé. Mais j'ai alors remarqué quelque chose qui a balayé tous mes espoirs. Le navire se dirigeait vers un objet sombre dans l'eau, un iceberg. Ce bateau, c'était le Titanic. Je savais exactement où j'étais, dans l'océan Atlantique Nord, le 14 avril 1912, vers 23h40. J'étais sur le point d'assister au naufrage du Titanic. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et j'ai même oublié que j'étais dans l'eau en regardant le bateau qui s'approchait rapidement de l'iceberg. Je voulais faire quelque chose pour changer l'histoire, mais je n'étais capable de rien. 1, 2, 3, à 37, j'ai entendu un craquement. L'impact. L'histoire était sur le point de se produire. Le navire continuait à avancer, mais je savais qu'il n'atteindrait pas sa destination. Tout est devenu flou autour de moi. Avec le cœur lourd, je voyageais vers un nouvel endroit et je me suis retrouvé à nouveau sur la terre ferme. Il était midi et il faisait chaud, ce qui était plutôt une bonne nouvelle car j'avais froid et j'étais trempé. J'étais dans un endroit qui ressemblait à une forêt tropicale. Mais il n'y avait aucun indice sur l'époque dans laquelle j'étais, ni même sur quel continent. J'ai décidé d'explorer et je me suis mis en route. Très vite, j'ai obtenu des réponses quand j'ai aperçu un dinosaure. Il m'arrivait aux épaules, mais il mesurait environ 6 mètres de long. Un dilophosaure. Heureusement, il ne pouvait pas me voir. Je ne me sentais pas en sécurité et j'aurais voulu m'enfuir et me cacher. Mais je suis resté parce qu'en 2020, on ne rencontre pas un dinosaure tous les jours. J'ai essayé de le suivre, mais il était trop rapide pour que j'y parvienne. La bonne nouvelle cependant, c'est que je savais maintenant où j'avais atterri. Le dilophosaure a vécu au début du Jurassique, il y a environ 193 millions d'années. Et plus précisément, je me trouvais en Amérique du Nord. Mais ce continent n'était pas là où tu pourrais l'imaginer. À cette époque, notre monde était différent. Au lieu des 6 continents qui se trouvent sur Terre, il n'y en avait qu'un seul. Le supercontinent Pangée s'étendait de pôle à pôle. Donc, j'étais en Amérique du Nord. L'Eurasie était au nord-est, sous l'Amérique du Nord se trouvait l'Amérique du Sud, à droite, il y avait l'Afrique. En dessous, il y avait l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Oui, l'Inde était loin de l'Eurasie avant de se retrouver là où elle était en 2020. Imagine si les continents ne s'étaient pas séparés. L'Inde serait un pays froid. Donc, je me trouvais sur la Pangée. Mais le processus de séparation des continents avait déjà commencé. L'Amérique du Nord s'éloignait du reste du continent, se déplaçant de 2,5 cm par an. Mais il faudrait des millions d'années de plus pour arriver à la position où elle se trouvait en 2020. Et même au XXIe siècle, elle était toujours en mouvement. J'ai continué d'errer dans la forêt et je dois avouer que c'était assez effrayant. Elle était remplie d'animaux bizarres comme d'énormes insectes volants, des lézards d'1 mètre de long et toutes sortes de dinosaures. Je n'arrivais pas à me souvenir de tous les noms. J'étudiais une créature bizarre quand un de ces insectes géants a volé à travers ma tête. Tout est devenu sombre et je suis reparti. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans le garage. La batterie de la calculatrice était à plat. Mon grand-père est entré et m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai montré la calculatrice et lui ai demandé ce que c'était. « C'est une calculatrice » a-t-il répondu. « C'est tout ? Juste une calculatrice ? Elle ne transporte pas vers des endroits ? C'est tout, elle ne fait que calculer. » Mais je savais que mes voyages avaient été réels et je me doutais que mon grand-père connaissait aussi le secret de la calculatrice.